Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo à destination des usagères et usagers des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges qui m'ont une nouvelle fois adressé gentiment leurs questions autour d'une problématique qui s'énonce sous forme de métaphore, donc qu'il va falloir interpréter. Problématique qui est la suivante, l'habit fait-il toujours le moine ? Donc c'est une problématique qui fait évidemment référence à un proverbe bien connu. L'habit ne fait pas le moine. Et donc on va commencer par s'interroger sur la signification des éléments qui entrent en jeu dans ce proverbe pour essayer d'en extraire une question plus théorique, plus générale, dans un sens philosophique. L'habit, eh bien, c'est ce qui renvoie aux apparences, à ce qui se donne à voir, ce que l'on observe, mais aussi à une notion de recouvrement, de voilement. L'habit, c'est ce que l'on voit, mais c'est aussi ce qui cache. Or, qu'est-ce qui est ainsi recouvert, caché par l'habit ? Eh bien, c'est le moine en tant que personne, qui va être définie par un certain nombre de caractéristiques qui, elles, ne sont pas directement observables. Par exemple, la personne du moine va être animée par certains traits de caractère, comme la charité, par exemple, ou comme la croyance en Dieu, qui sont les traits spécifiques censés appartenir à tout moine, mais qui correspondent à son intériorité, sans que l'on puisse les observer directement. Dans ce proverbe, l'habit ne fait pas le moine, il y a donc deux pôles. Un pôle qui serait celui du visible, de l'apparence, et un pôle qui se trouve sous l'apparence et qui renverrait à l'être essentiel ou intérieur de ce qui ne peut pas être observé directement. Or, ce que nous dit le proverbe, c'est qu'il peut y avoir non-correspondance entre ce que l'on voit, entre ce qui apparaît et la réalité de la chose ou de l'être. Nous pouvons observer l'habit d'un moine, mais sous cet habit peut se cacher une personnalité qui ne correspond pas aux traits habituels du moine, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un être charitable, ce sera un être égoïste, au lieu d'être un croyant, ce sera un athée, etc. Il y a donc une sorte d'avertissement dans ce proverbe sur lequel il ne faut pas se fier aux apparences, que les apparences sont trompeuses. On retrouve ici une thématique philosophique très classique, qui est la distinction entre l'être et l'apparence, ou entre l'intériorité intime, cachée, et l'extériorité visible. C'est une thématique classiquement qu'on retrouve chez Descartes, par exemple, qui ne fait que reprendre une distinction présente dans les traditions monothéistes, une distinction qu'on a l'habitude d'appeler le dualisme cartésien. Le dualisme entre le corps d'un côté, ce qu'on peut observer de la personne, et l'âme qui renvoie à son intériorité. Or, ce que nous dit Descartes, c'est que la réalité de la personne, son essence véritable, c'est son âme seulement. Le corps n'étant que matière, faisant partie de ce qu'il appelle l'étendue, et donc c'est ce qui est destiné à périr, la personne, elle, pouvant survivre après la mort, conformément à ce que disent les religions monothéistes, l'âme est la seule qui survit, puisque c'est la seule réalité qui va caractériser et définir le sujet en tant que tel. On pourrait prolonger cette idée en disant que seules les pensées intérieures du sujet vont caractériser sa véritable nature, sa véritable essence, sa singularité, son individualité, et alors que son corps va être le support de tout un tas de signes, de comportements qui, eux, vont relever
des conventions sociales, des stéréotypes, etc. Et donc ne vont pas vraiment pointer l'authenticité du sujet. L'authenticité du sujet, c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, dans son esprit, dans son âme, le corps étant finalement inauthentique. Et du coup, pour connaître vraiment une personne, eh bien, il ne faut pas se fier à ce que son corps laisse avoir dans ses gestes, dans ses mouvements, dans ses comportements, dans ses conduites, dans sa manière de se vêtir, etc. Pour connaître une personne, eh bien, il faut se référer à ses pensées. Toutefois, on peut se demander si ce dualisme, cette séparation radicale entre le corps et l'âme, n'a pas quelque chose d'illusoire. D'abord dans le domaine de ce qu'on appelle la connaissance de soi. Si ce que je suis vraiment n'est accessible qu'au travers de mes pensées, de ce qui se passe à l'intérieur de mon âme, alors pour me connaître, je vais me livrer à ce qu'on appelle l'introspection. Je vais me demander qui je suis, je vais m'interroger sur mes désirs, sur mes sentiments, mes émotions, mes projets, etc., etc., pour savoir exactement ce que je suis, qui je suis, quelles sont les caractéristiques de ma personne. Or, ce travail d'introspection ne peut se faire qu'à travers un outil bien particulier qui est la langue, les mots. Et les mots, Henri Bergson, philosophe du XXe siècle, l'a montré, les mots sont des outils sociaux. Ce sont des étiquettes qu'on pose sur les choses, comme il dit, et qui manquent la singularité des objets qu'ils désignent. Par exemple, lorsque je parle d'une porte, eh bien cette porte sera singulière, unique, pareille à nulle autre. Il existe une multitude foisonnante de portes toutes différentes. Or, je vais utiliser un seul mot, et donc ce mot va me permettre de me faire comprendre, va me permettre d'agir éventuellement en parlant avec autrui de cette porte, mais je ne vais pas décrire la porte dans ce qu'elle a d'unique. Eh bien, pour l'introspection, c'est exactement la même chose. Lorsque je me demande si je suis tel ou tel, si je suis gentil, si je suis méchant, si je suis généreux, si je suis égoïste, si j'aime telle ou telle personne, eh bien, je vais utiliser des mots qui ont été forgés par la société à laquelle j'appartiens, qui vont désigner des sentiments purement extérieurs, on va dire, mais qui vont louper les caractéristiques particulières de mes sentiments propres. Donc finalement, dans le domaine de la connaissance de soi, je n'ai accès à mon intériorité qu'à travers la langue, qui est un outil social et qui manque à saisir la singularité des choses, et donc ma propre singularité. Mais cette illusion du dualisme aussi concerne le jugement aussi que l'on peut forger à l'égard des autres, puisque c'est plutôt ce domaine-là que concerne notre question. L'habit fait-il toujours le moine, ainsi que le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Ça concerne la manière dont on va juger quelqu'un. On voit arriver quelqu'un qui est habillé en moine, on va devoir juger si cette personne qui est habillée en moine est vraiment un moine ou s'il ne l'est pas, s'il tente de nous tromper. En effet, dans le domaine du jugement, cette notion d'intériorité peut paraître illusoire ou tout au moins inutile dans la mesure où je n'ai accès qu'à des signes chargés culturellement. Les paroles, les comportements d'autrui, ses postures, ses aspects vestimentaires, etc. Dans ce cas, l'intériorité devient un présupposé vide, en quelque sorte, qui ne renvoie à rien de précisément définissable. En ce sens, l'habit fait toujours le moine, puisque nous ne sommes jamais jugés que par ce que nous donnons à connaître aux autres. Pour que je puisse juger si la personne que j'ai en face de moi, habillée en moine, est vraiment un moine, je ne peux pas aller vérifier dans sa vie intérieure si elle correspond
à ce que doit être un moine. Je vais me fier à ses actes, à ce qu'il va faire, et à ce qui sera observable. Et c'est à partir de là que je pourrai décider si l'habit correspond ou non à la personne qui l'a revêtu. Et donc, on peut ici rejoindre le grand adversaire de Descartes, qui s'appelle Blaise Pascal. Et donc cette citation, c'est « Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. » J'en viens maintenant à la première question qui m'a été adressée, qui est la suivante. Que penser du sens donné, de la valeur accordée au tatouage en général ? Alors, quand on interroge ceux qui s'adonnent à cette pratique du tatouage, souvent on recueille le témoignage selon lequel ce serait une pratique qui concernerait l'expression de sa singularité personnelle. Le tatouage est censé raconter ce que l'on est. Il inscrit sur la peau, de manière indélébile, les événements de notre histoire, de nos goûts, de nos aspirations. Et donc, ce qui me paraît intéressant, si on veut faire le lien avec notre question de l'identité, notre question de l'être et de l'apparence, qui va renvoyer à la subjectivité, eh bien, ce qui me paraît intéressant, c'est le caractère justement irréversible, définitif, indélébile du tatouage. C'est le sens que l'on peut donner à cette pratique. Alors, il y a plein de manières d'interpréter cette façon de graver sur sa peau des traces de son histoire. Mais ce caractère irréversible peut faire penser à quelque chose comme une recherche d'un élément stable dans la fluence de l'identité. La fluence de l'identité, c'est le fait que, eh bien, notre identité, elle est constituée de quoi ? Elle est constituée d'un certain nombre de caractéristiques, notre caractère, notre profession, nos opinions politiques, notre orientation sexuelle, etc. Et tout ça, eh bien, ne reste jamais totalement identique au cours de la vie. Cela ne cesse pas de changer. Donc, c'est ce que j'appelle la fluence de l'identité. Et donc, il s'agirait, avec ce tatouage, de graver définitivement sur le corps une trace de notre identité qui échapperait aux changements, aux transformations dont est faite une existence. Ce serait une manière de résoudre ce qu'on appelle le paradoxe du bateau de Thésée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe du bateau de Thésée ? C'est une vieille histoire qui est souvent utilisée pour illustrer la problématique de la permanence de l'identité, justement. Qu'est-ce qui fait que, à travers nos changements, nous restons tous le même ? Eh bien, le bateau de Thésée, c'est un bateau qui ne cesse d'être finalement réparé, reconstruit, on enlève des pièces, on en rajoute, etc. Ce qui fait que depuis le moment où ce bateau a été construit et par la suite, à travers tous les changements qu'il va subir, eh bien, on a affaire au même bateau, le bateau de Thésée, mais qui va avoir des pièces totalement renouvelées. Donc qui va ne plus avoir aucun des éléments qui le caractérisaient au départ. Donc le paradoxe se situe dans le fait que c'est toujours le même bateau, tout en étant un bateau différent, puisque il est constitué de parties qui ont été sans cesse renouvelées. Et donc, en ce sens, le tatouage pourrait être considéré comme une pratique de marquage du corps qui permettrait de signifier une permanence de l'identité de manière à situer dans les apparences une permanence de ce qu'est l'être singulier et permanent de la personne qui s'adonne à cette pratique. Deuxième question, qui a une formulation un peu plus complexe et qui est la suivante. L'apparence entendue en un sens strict d'attributs physiques distinctifs ne peut-elle devenir la définition de la personne même
quand on aborde la question des personnes transgenres. Alors, si je comprends bien la question, il s'agirait d'affirmer, d'interroger l'hypothèse que les personnes transgenres illustrent la thèse que la personnalité, ce qui fait l'essence de la personnalité, ne renvoie pas à des caractéristiques internes, mais à des attributs physiques, puisque c'est le terme, l'expression qui est employée. Alors, qu'est-ce qui pourrait suggérer une telle idée? Eh bien, éventuellement, le fait que, effectivement, une personne transgenre, c'est une personne qui va changer son apparence de manière à correspondre à la personnalité qu'il estime être. Il convient d'abord de distinguer la notion de sexe d'un côté et la notion de genre de l'autre. Le sexe, ce serait les caractéristiques biologiques de la personne. Alors les caractéristiques biologiques renvoient à la fois à des éléments non observables, par exemple les chromosomes, les caractéristiques chromosomiques, génétiques, mais aussi des traits observables, évidemment, notamment les parties génitales. De l'autre côté, la notion de genre va désigner la manière dont telle société particulière va définir et départager le masculin et le féminin, en assignant à chacune de ces appartenances des rôles sociaux, des caractéristiques extérieures, des manières de se vêtir, des manières de parler, des manières de se mouvoir, etc. Et donc, à partir de ces deux notions, les chercheurs en gender studies, qu'on appelle la théorie du genre, eh bien, ont établi une autre distinction qui est celle entre l'identité de genre. Donc, l'identité de genre, c'est le sentiment interne et personnel du genre auquel on appartient. On peut se sentir intérieurement homme, femme, on peut se sentir les deux, on peut ne se sentir ni homme ni femme, ou on peut se sentir autre chose, puisqu'il y a une sorte de continuum dans la différence des sexes, selon cette théorie, qui veut que, eh bien, il n'y a pas seulement deux genres, mais qu'il peut y en avoir une multiplicité. C'est ce que la philosophe Judith Butler appelle le trouble dans le genre. C'est une sorte de prise de conscience sociale d'une discontinuité entre la dimension du genre et du sexe, d'une pluralité de combinaisons possibles, plus riche et plus complexe que la traditionnelle bipartition homme-femme, en fait. Donc, on voit que, pour évoquer l'hypothèse contenue dans notre question, eh bien déjà, on voit que la personnalité sexuée peut renvoyer à un sentiment interne, donc quelque chose qui n'est pas observable et qui ne renvoie pas à des attributs physiques. Et en revanche, ce qu'il faut préciser, c'est que d'une part, l'identité de genre, c'est-à-dire le fait de se sentir homme ou femme, et c'est là que la question du transgenre va apparaître, le fait de se sentir homme ou femme ne correspond pas forcément au sexe biologique qui est assigné à la naissance. C'est-à-dire qu'en fonction des attributs chromosomiques, en fonction de ce qui est observable du point de vue de l'anatomie, eh bien un sexe va être attribué à l'enfant. Il va être biologiquement défini comme garçon ou comme fille. Et simplement, là, c'est que, simplement, de manière complexe plutôt, c'est là que peut intervenir une sorte de clivage, de rupture entre ce sexe qui a été biologiquement assigné et les sentiments intérieurs. C'est-à-dire que une personne qui a été définie comme garçon biologiquement à la naissance peut avoir une identité de genre féminine. C'est-à-dire se sentir ou s'appréhender, s'expérimenter comme femme. Et c'est là qu'apparaît une troisième notion, qui est la notion d'expression de genre, et qui va désigner la manière dont une personne exprime son genre à travers des traits observables.
les comportements, les choix vestimentaires, le langage corporel, la voix, et le nom aussi, la question du nom, ou en tout cas du prénom. Et donc, on voit que là aussi, il y a une sorte de retour de la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, une double distinction, c'est-à-dire que extérieurement, je peux être anatomiquement homme, mais je peux me sentir intérieurement femme, inversement. Et là, du coup, l'hypothèse de la question aurait plutôt tendance à être contredite, c'est-à-dire que on ne peut pas être défini comme homme ou femme simplement par des attributs extérieurs, puisque les attributs extérieurs peuvent entrer en contradiction avec l'identité de genre, c'est-à-dire avec le sentiment que j'ai de ma propre appartenance à un genre ou l'autre. Et il y a une deuxième contradiction, c'est que l'expression de genre, c'est-à-dire la manière dont je vais m'habiller, dont je vais manifester extérieurement des traits de genre, des traits plutôt homme, plutôt femme, peut là aussi ne pas correspondre à mon identité de genre, c'est-à-dire que les comportements sociaux que je vais adopter, telle ou telle posture, telle ou telle manière de parler, ne correspondront pas forcément à mon identité de genre, là encore, à la manière dont je me définis intérieurement. Donc la question des transgenres, il est vrai que les transgenres, alors il faudrait leur poser la question, creuser un petit peu les différentes manières dont ces personnes rapportent leur expérience, mais généralement leur transition, puisqu'il faut parler de transition d'un genre à l'autre, eh bien leur transition consiste à évidemment changer leur apparence extérieure, entre autres, pas seulement, mais à changer leur apparence extérieure. Donc en ce sens-là, l'hypothèse de la question aurait raison de dire que ce sont les attributs physiques qui vont définir la personne, puisque pour que la personne se rejoigne elle-même en quelque sorte, pour que la personne fasse correspondre ses sentiments intérieurs à son aspect extérieur, et bien précisément il va modifier son apparence extérieure. Mais on peut aussi dire inversement, eh bien que une personne transgenre, avant même cette transition, eh bien, elle est déjà pleinement, elle se ressent pleinement comme appartenante à son identité de genre. Et donc, sa personnalité, sa personne genrée ne peut pas être réduite à sa transition, puisque avant que la transition s'opère, on peut dire qu'elle a déjà défini son identité de genre. Donc, l'identité de genre ne peut pas être, si vous voulez, résumée à la manière dont elle va s'exprimer par un aspect externe et observable. Troisième question, que penser des artistes qui font de leur apparence extérieure leur signature, que ce soit en conservant ad vitam aeternam un élément de look, ou bien en jouant perpétuellement sur leur look? Alors là, c'est une question qui peut concerner, on pourrait dire, l'histoire de l'art ou l'histoire de l'esthétique. Et c'est une question qu'aborde Pierre Bourdieu dans un livre qui s'appelle « Les règles de l'art ». Il rappelle que, effectivement, cette notion de singularité de l'artiste, cette volonté de l'artiste de se singulariser par son look, d'apparaître comme un original, d'apparaître comme quelqu'un qui va être à la marge, en réalité, qui va sortir du lot, qui va faire rupture avec les mœurs, les habitudes de la société à laquelle il appartient, qui va en quelque sorte se présenter, ou qui doit en tout cas se présenter comme un anticonformiste. Eh bien, cet habitus-là, pour reprendre le terme de Bourdieu, c'est-à-dire cet ensemble de codes intégrés socialement, est relativement récent. L'artiste original, c'est c'est une figure qui ne date que du 19e siècle. Et donc Bourdieu fait l'historique des artistes, de la figure de l'artiste par excellence, qui est l'artiste de la Renaissance,
où il montre qu'en réalité, ces artistes-là ne recherchaient tout sauf l'originalité à tout prix. C'était des sortes de fonctionnaires de l'art, en gros. Et on voit que c'est socialement, ce sont des fonctionnaires puisqu'ils sont rémunérés par des instances de pouvoir, que ce soit par un État ou par des grands seigneurs. Mais en plus, ce caractère de fonctionnariat, en réalité, va se traduire esthétiquement à travers des œuvres qui vont être codées de manière extrêmement rigoureuse, etc. Alors ça ne veut pas dire que les œuvres de la Renaissance ne sont pas originales, mais en tout cas ce n'était pas une valeur qui était recherchée pour elle-même. Le talent de l'artiste, en fait, s'exprimait plus dans sa virtuosité, dans sa recherche d'une beauté qui serait conforme à des canons et à des modèles en réalité. Et donc le personnage qu'étudie longuement Bourdieu dans son livre, c'est Baudelaire. En fait, il en fait un petit peu une sorte d'archétype de l'artiste original, singulier, un peu voire farfelu. Effectivement, donc esthétiquement, ça se traduit comment? Eh bien, dans une phrase assez connue de Baudelaire qui est « Le beau est toujours étonnant ». Et donc on voit qu'il y a une sorte, comme pour l'artiste de la Renaissance, où finalement son statut de fonctionnaire faisait de son art une sorte de répétition finalement de modèles préexistants. Eh bien, à partir du moment où le beau apparaît comme quelque chose d'original, d'étonnant, eh bien, l'artiste lui-même va adopter des postures, des gestes, des comportements qui vont refléter cette originalité. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on voit les artistes qui ont des looks, justement, qui sortent de l'ordinaire, eh bien, c'est une manière pour eux d'incarner, en fait, un idéal esthétique qui est éminemment contemporain, qui est l'obligation pour une œuvre, pour être jugée de qualité, qu'elle soit originale, qu'elle sorte justement de l'ordinaire en faisant rupture avec les habitudes formelles et esthétiques qui l'ont précédé. Et là, on voit qu'un petit peu comme pour le tatouage, eh bien, on voit qu'il y a une sorte de paradoxe parce que l'expression de la singularité, lorsqu'elle doit en passer par les apparences, eh bien, ces apparences, elles vont toujours adopter en quelque sorte des phénomènes, des pratiques, des procédures, des dispositifs d'ordre social. Donc le paradoxe se situe là, c'est que pour exprimer sa singularité intérieure, que ce soit par le tatouage ou par la pratique artistique, on en passe par des phénomènes éminemment sociaux. Le tatouage exprime la singularité de l'individu, mais c'est en même temps un phénomène, c'est devenu un phénomène de masse. C'est devenu un phénomène de mode en quelque sorte. De même, l'artiste se veut original, se veut à nul autre pareil, mais cette originalité eh bien, est le produit d'une histoire, est le produit de règles, de codes qui se sont instaurés socialement. Quatrième et dernière question. Que penser de la récente nécessité ressentie au sein de l'Assemblée nationale de réglementer la tenue vestimentaire des députés? Donc là, je pense que la question fait référence au règlement du 24 janvier 2018 sur la tenue vestimentaire des députés dans l'hémicycle et qui stipule que ces députés doivent porter une tenue, je cite, neutre, qui ne saurait être l'expression d'une quelconque opinion. Alors là, on a affaire à un petit peu une sorte de comique involontaire dont les politiciens, les hommes politiques de métier ont le secret, puisque s'il est bien un lieu où s'expriment des opinions, c'est bien l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et les députés sont d'ailleurs payés pour ça, pour exprimer leurs opinions. Mais bon, passons.
ce qui est important, il me semble, dans ce règlement, pour faire le lien avec la question qui nous est posée et avec notre thématique générale, c'est que la tenue dont il est question est tout sauf neutre, en réalité. Il s'agit évidemment du costume-cravate pour les messieurs et du tailleur pour les dames, comme on le voit lorsqu'on tombe sur des séances filmées à l'Assemblée nationale. Et donc ces costumes-là sont en quelque sorte l'expression vestimentaire, l'expression type d'une classe particulière, qui n'a rien de neutre. Cette classe qu'on pourrait appeler, disons, la bourgeoisie blanche. Il suffit de regarder de quoi est composée l'Assemblée ou le Sénat. Et donc, on peut penser par exemple à l'anecdote de Ruffin, l'anecdote qui s'est produite assez récemment, lorsque le député Ruffin est apparu à l'Assemblée avec un t-shirt, un maillot de football. Et donc on voit que là ça a fait un tollé, parce que là du coup au sein de l'Assemblée surgissait finalement une tenue typiquement populaire. Le football c'est presque le symbole du sport populaire, et donc il venait faire tâche en quelque sorte au milieu de cette assemblée qui, par ses atours extérieurs, fait tout pour signifier la classe dominante, c'est-à-dire la classe bourgeoise. Bon, là je parle un petit peu en termes marxiens, mais je crois que ça correspond assez à ce qu'on peut observer, hein, même si on n'est pas marxiste. Et donc, lorsqu'on parle de tenue correcte, dans ce terme de correct, on peut entendre la notion de rectitude. Une rectitude morale, la rectitude morale des parlementaires qui, on le sait, est de plus en plus mise en cause par la population qu'ils sont censés représenter. Et donc on peut imaginer que cette tenue serait une sorte de substitut extérieur, un substitut visible, visant à faire signe en direction d'une moralité dont la personnalité intérieure des députés ne semble plus vouloir s'embarrasser. Je vous remercie de votre attention.